Ce podcast vous est proposé avec la participation de la boutique No Watch et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses. De Paper Toy, de jeux vidéo, de musique évidemment avec une prouesse live de Timothée. Et en attendant, Magnéto. Et on démarre les news avec une news Android et Ubuntu qui débarque pour Android. En fait, Canonical a dévoilé un dock qui permet de connecter son mobile Android et ce dernier va se servir du processeur et de la mémoire embarquée du téléphone pour faire tourner Ubuntu directement sur un écran avec clavier et souris, ce qui est assez génial. Vous avez évidemment accès à toutes les applications Android qui se lancent dans une petite fenêtre sur votre écran de bureau, mais aussi ce dock permet de se connecter à une télé et d'afficher Ubuntu TV, dont on avait parlé au CES, pour les news du CES dernier. Donc c'est assez impressionnant de se dire que voilà, les téléphones portables avec des doubles ou 4 cœurs sont capables de faire tourner des interfaces comme celle d'Ubuntu, de lire des vidéos en superbe qualité et tout ça. C'est vraiment top et c'est une autre c'est une autre approche en fait de la mobilité et ça c'est assez génial. Une application iOS pour gérer les GIFs qui est vraiment géniale. C'est en fait Cinegram. Alors oubliez Instagram, Instagram vous savez c'est ce réseau social qui permet de faire des photos, d'appliquer des filtres vintage et de les partager à ses amis. Là en fait il y a Cinegram, en gros ce sont des photos mais animées. Alors c'est pas toute la photo qui est animée, c'est pas de la vidéo, c'est juste une partie. Donc par exemple vous filmez un paysage et il y a un arbre dont les branches bougent, ça crée une boucle et en fait ça crée un GIF animé. Donc voilà, c'est assez rigolo, une nouvelle mode, il y en a vraiment certaines qui sont très impressionnantes, je vous invite à le découvrir, donc ça s'appelle Cinegram, l'application vaut quand même 1,99€. La rumeur du moment, c'est Sony qui abandonnerait Android au profit de VitaOS. On sait que la PS Vita est un smartphone en puissance, avec Twitter, Facebook et d'autres services de ce type. En plus, elle dispose d'un GPS et d'une connexion 3G. Évidemment, il n'y a qu'un pas à franchir pour imaginer que Sony puisse s'en servir comme d'un téléphone. Ça serait une stratégie quand même assez curieuse si elle se confirme quand on voit que le marché va plutôt vers une concentration des OS mobiles et pas du tout l'émergence de nouveaux systèmes. Scalado Remove pour Android est une application complètement bluffante. Cette dernière permet de supprimer des éléments d'une photo en un seul clic, donc c'est assez impressionnant. En fait, lorsque vous prenez votre photo, finalement l'application prend une petite vidéo en rafale et recompose la photo. Vous sélectionnez les éléments que vous voulez supprimer. Elle va vérifier sur les clichés précédents et suivants si les personnes qui par exemple sont passées derrière vous n'y sont plus. Elle va les remplacer par les éléments du décor derrière. C'est très très impressionnant. L'application sera présentée officiellement lors du Mobile World Congress à Barcelone le 27 février. Évidemment, on vous tiendra au courant. C'est complètement hallucinant. BitTorrent Live, vous êtes le diffuseur, c'est ça la vraie révolution en fait de la vidéo sur le web. BitTorrent Live en fait c'est comment économiser des milliers d'euros de bande passante en utilisant le torrent pour diffuser. Plus il y a d'audience, plus le stream est fluide, donc c'est complètement fou là aussi. C'est un mode de diffusion du futur, ça va permettre ça pourrait permettre par exemple d'éviter les problèmes de peering que l'on peut rencontrer avec YouTube et Free, pour ne citer que. Donc voilà, c'est comment le torrent va changer le web. Et au passage, je vous propose de surveiller attentivement le groupe Facebook de Geeking, parce qu'on va sélectionner certains d'entre vous pour participer à la bêta du service torrent de No Watch, qui vous permettra de télécharger Geeking de façon ultra rapide lors de sa sortie. On continue avec une news de la NASA. On vous en parlait il y a déjà plusieurs mois, je crois encore avec Julien à l'époque, mais Robonaut, le robot astronaute de la NASA, est enfin entré en service. Moment historique, il y a quelques jours, il a serré la main de son commandant de bord lors de son arrivée dans l'ISS. Bon, à voir si maintenant il va vraiment aider et assister les astronautes comme il faut, ou si c'est un gadget à plusieurs centaines de milliers de dollars qui ne servira pas.
Les lunettes Google, on en a parlé dans les épisodes précédents. D'après le New York Times, elles débarqueraient en fin d'année pour un prix situé entre 250 et 600 $. Bon, la fourchette est assez large. Elles embarqueraient évidemment Android, une connexion data, un GPS, une caméra pour de la réalité augmentée. Donc évidemment, on va suivre ça de près. Et puis, à mon avis, en juin, on en saura un peu plus si Google se décide à lâcher quelques informations lors de ses prochaines conférences. Et on se quitte sur les images de cette impressionnante collection de sabres laser. Fan de Star Wars The Old Republic, c'est pour toi. Un fan a recréé des sabres laser, tous plus beaux les uns que les autres. Je vous laisse regarder et on enchaîne avec nos rubriques. Cette semaine, Audrey va nous parler d'applications sur mobile et sur télé. Et tu vas commencer par une application télé qui est YouTube. Oui. En fait, Google TV, Google a fait une annonce pour Google TV et qui en fait consistait en une nouvelle application YouTube. Donc je vais en parler rapidement parce que j'ai pas pu la tester. Elle doit arriver sur le market Android dans les prochains jours. Donc c'est aussi une application mobile. En fait, ils ont profité de faire une mise à jour de l'appli YouTube en général. Et donc on a quand même des cap écrans qui permettent de voir un peu comment ça va être organisé. Et, des cap écrans. Non mais ça fait très snob, des cap écrans. Tu comprends? On a des cap écrans. Des captures d'écran. Qui permettent de voir comment va être partitionné, je sais plus quoi dire maintenant, l'application. Ouais, l'interface à quoi elle ressemble. Voilà, l'interface. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont essayé de faire des chaînes. Donc par exemple, la chaîne... il y avait quoi? La chaîne sport, la chaîne cuisine, la chaîne humour, enfin voilà, plein de chaînes comme ça pour faire une télé en fait, pouvoir naviguer plus facilement, pouvoir découvrir des nouveaux youtubeurs ou youtubeuses. Ouais, mais en fait le truc c'est qu'ils ont fait en fait une navigation thématique. Avec des chaînes, ils mettent en avant du contenu qu'ils sélectionnent et c'est vraiment ça la nouveauté quoi. Par rapport à avant où il fallait un peu chercher au milieu de toutes les vidéos, il y avait les classements classiques de les plus notés, les plus machins et tout ça. Enfin là ça va plus sympa, ça va plus fait du coup pour la télé aussi, je pense qu'avec une télécommande ou du coup je pense que tu peux la piloter aussi avec ton portable, ça doit être plus agréable quoi. Ouais. Voilà. Et l'autre appli qui concerne le jeu. Ouais, l'autre appli donc concerne le jeu, on en a parlé dans le dernier Geeking, dans les news. Et donc c'est Steam Mobile, donc Steam qui lance son application. Que dire sur cette appli? Il y a le réseau social, tu peux télécharger des jeux, tu peux faire quoi en fait avec ça? Alors, donc Steam, quand tu l'installes sur ton PC, sur ton Mac, whatever, tu peux, t'as un réseau social, donc tu peux rentrer des gens, tu peux... Comme le Xbox Live en fait. Faire une blague. Bon. Oui, comme le Xbox Live. Non, je suis très sérieux, mon madame. Oui. Écoutez. Donc tu peux voir à quoi ils jouent en temps réel, tu peux voir ce qu'ils ont acheté, tu peux parler avec eux, tu peux complètement les stalker. Moi, c'est un truc qui me gêne un peu d'ailleurs, tu vois. Ah ouais? Savoir, oui, quand je lance mon jeu, ça m'énerve quand Timo me dit allez. Ah, tu bosses vachement, hein. Ça m'énerve un peu, quoi. D'accord. Voilà, je me sens un peu. Mais oui, tu bosses, tu testes un jeu pour Geeking. Exactement, donc c'est du travail. C'est du boulot. Ouais. Et donc du coup, l'appli reprend quelques-unes de ses fonctionnalités et met plus en avant en fait toute la partie sociale. Donc là, ici, on voit les groupes des amis, les groupes auxquels on appartient, l'activité des amis, donc tous les jeux qu'ils ont achetés, les jeux auxquels ils ont joué. On peut aussi parler avec eux, donc ça c'est plutôt sympa parce que ça permet de garder le contact, voilà. Comme le Xbox Live en fait, là ça change pas trop finalement. Ouais, comme le Xbox Live, non ça change pas trop, c'est juste que du coup c'est sur PC ou Mac et c'est... Il y a quand même un truc là que je vois, c'est le catalogue. Ouais. Oui, alors le store est présent sur toutes les applis mobiles, tu peux acheter, donc du coup Steam fait beaucoup de promotions et beaucoup de promotions journalières, ça peut changer d'un jour à l'autre, donc ça permet de pas louper en fait... la bonne promo, mais tu peux aussi faire en fait des wishlist. Oui. Dire par exemple ce jeu il me plaît bien, je l'ajoute, je verrai plus tard est-ce que si je les finance ou pas. Je crois que tu peux même voir si tes amis veulent le jeu ou ont le jeu en fait. Ah ouais, c'est ça. Et ils mettent vraiment en avant en fait, le côté social, le côté réseau. Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Si j'achète un jeu, il va se télécharger automatiquement sur mon PC. Alors j'ai pas testé si je l'achète sur ma tablette et si mon ordi est allumé, est-ce que ça le fait automatiquement ou pas. Mais en tout cas ça l'ajoute à ta bibliothèque et donc normalement tu peux le télécharger. Oui, d'un côté si tu préco un jeu et que ton Steam est ouvert, il se télécharge tout seul, donc bon. Oui, donc a priori ça devrait le faire. Ça doit fonctionner. Ok, alors on le voit. Ouais, après le petit truc qui est dommage,
c'est que tu peux pas lancer de jeu. Bon, tu vas me dire, oui, mais Steam, c'est pour PC Mac, c'est pas pour mobile. Et si, parce que le dernier Humble Bundle était donc un Humble Bundle, c'est des jeux indés qui se regroupent, que tu paies ce que tu veux pour plusieurs jeux. Le dernier était spécialisé sur tout ce qui était tablette et téléphone. Et téléphone, oui, c'était du iOS, du Android. Et tu peux l'ajouter avec des codes, depuis tout le temps, quoi. Tu peux ajouter avec des codes de Steam sur ton espace Steam. Ouais. Et donc du coup, ces jeux-là sont compatibles avec le mobile et ça aurait pu être sympa de pouvoir les lancer directement. Et en fait, tu peux pas. Non, tu peux pas. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça te permet juste de les télécharger? En fait, tu peux les télécharger, tu peux faire tes listes, tu peux parler avec tes amis, tu peux voir ce qui se passe sur les groupes, tout ça. Avec ces jeux spécifiquement là, ouais. En fait, ils apparaissent dans le menu de ton téléphone. Ouais. Donc bon. Tu n'es pas obligé d'aller dans Steam pour les lancer, c'est plutôt... Non, tu n'es pas obligé, mais c'est une habitude. Enfin, quand tu es sur PC, c'est une habitude de toujours passer par là, d'avoir un coup d'œil tous tes jeux. Ouais, ceux qui ont un Windows Phone le savent, puisqu'en fait tous les jeux sont dans Xbox Live. Il n'y a pas de jeu sur le menu. Et c'est plus propre. Enfin, moi, je sais que sur ma tablette, j'ai regroupé tout dans un onglet jeux aussi, parce que c'est plus agréable pour voir. Donc ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est pas non plus si grave que ça. L'appli est toute récente, donc à mon avis, ils vont faire des améliorations aussi. Enfin. Voilà. Ok, bon, tu la recommandes évidemment pour tous ceux qui utilisent Steam de façon régulière, c'est sympa. J'ai vu qu'il y avait même les news Steam et tout ça, il y a 2-3 bricoles sympas quand même. Oui, tu peux aussi voir, quand tu vas sur la fiche d'un jeu, tu vois la fiche du jeu, les recommandations pour ton PC ou pour ton Mac. Ça fonctionne bien, plutôt fluide, rapide. Elle est vachement fluide, ouais. D'accord, ok. Écoute, nickel. Donc tu recommandes évidemment à tous ceux qui utilisent. Je recommande. Ok, et merci beaucoup. De rien. Sophie va nous parler d'un jeu vidéo dont elle vous a déjà parlé. Eh oui. Feignasse. Ça commence bien. Oui, parce que je vous ai parlé de la démo, mais là, j'ai... La boîte. J'ai la boîte de Reckoning. Et d'ailleurs, on va commencer par le coup de gueule, la boîte. Alors, regardez ce magnifique jeu où il n'y a absolument rien à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de livret, il y a le code. Oui, c'est ce que je vous dis, la boîte. Il y a le code et une sale truc tout pourri. Donc il n'y a même pas un livret. Donc déjà, franchement, c'est un peu... ils se sont un peu moqués de nous sur ce coup-là quand même. Moqués de nous. Ils sont foutus de notre gueule, oui. Voilà, c'est un peu du vol. Pour 70 €, c'est clair du vol. Que, vu le prix du jeu, franchement, un petit livret, bon. Sinon, donc, depuis que j'ai commencé à jouer à Reckoning... Je la vois plus. Voilà, donc je n'ai plus de vie sociale, ça c'est clair et net. Donc j'ai testé la race humaine et comme j'avais pris dans la démo, j'ai continué dans ma lancée de guerrier avec option sorcellerie. Et bien je dois dire que... Option voleur. Non, pas option. Et je dois dire que par rapport à la démo, en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions et de bonnes évolutions. Donc ma plus grosse critique de la démo, c'était quand même qu'il y avait plein de bugs. Donc là, pour l'instant, il n'y en a eu aucun. Donc c'est quand même normal, mais heureusement. Ensuite, donc le jeu, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est que l'univers est encore plus vaste que ce que j'imaginais. Et encore aujourd'hui, alors que j'ai déjà à peu près une douzaine d'heures de jeu, j'ai découvert qu'il y avait encore un monde. J'avais l'impression que j'avais parcouru énormément de la contrée et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait 5 autres mini-pays collés. Enfin, c'est pas possible, je sais pas combien de temps je vais y passer, mais... Trop. Voilà. Trop, si vous voulez mon avis. Il va falloir acheter une autre Xbox pour que je puisse jouer à Mass Effect. C'est ça. Oui, on va avoir un problème d'ailleurs. Donc... Tu vas avoir un problème, tu vas pas plus pouvoir jouer. C'est dommage. C'est bête. Et donc, non, les graphismes sont franchement géniaux. Je trouve que c'est un mélange de cartoon et tout ça. Enfin, c'est un très très beau jeu. Ça continue à me faire penser à Fable et de plus en plus. Surtout que maintenant, j'ai découvert qu'on pouvait aller dans les auberges dormir pour restaurer sa mana et sa santé, etc. C'est vraiment comme dans Fable. Et il y a plein de... On peut obtenir des capacités un peu équivalentes avec le crochetage, la chimie, etc. Donc... C'est vrai que le personnage, depuis le début, depuis le point de départ et maintenant mon personnage a énormément évolué en très peu de temps. Les niveaux se passent très vite et j'ai fait plein de choses, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'avoir joué des heures et des heures et des heures. Et juste la création des personnages. Voilà, alors par contre j'étais déçue. En fait, la création des personnages est
assez basique. On n'a pas trop le choix sur le physique. C'est un peu grossier, je trouve. Il y a quelques choix, mais c'est vrai que les cheveux font très Playmobil, quoi. Oui, les cheveux font Playmobil, c'est hyper carré, etc. Et moi, je pensais que comme c'était dans la démo, ils allaient un petit peu améliorer ça, proposer d'autres choses. Et finalement, c'est totalement pareil que dans la démo. Donc, c'est un peu dommage. Quand tu vois la personnalisation dans Dragon Age, par exemple, qui était... Puis même quand on pourtant, voit le jeu est beaucoup plus vieux. C'est ça, puis quand on voit les armures, tout ce qu'il peut y avoir comme détails, etc. C'est vrai que du coup, sur le visage, ça fait bizarre, c'est pas terrible. Pourtant, on voit bien les visages quand on joue, donc c'est un peu bête. Moi, ce qui m'a gêné en fait, c'est que au début, là, les premières heures de jeu, j'ai pas trop aimé parce que je trouvais que je n'avançais pas et que en fait, pour faire une quête, il faut traverser la moitié du monde à peu près. Donc c'est hyper frustrant parce qu'au début, on a envie de faire plein de quêtes pour monter son XP et ça prend juste des plombs parce qu'on n'a pas de cheval. Au départ, on n'a pas accès au voyage sur la carte, donc on fait tout à pied. Et toutes les 30 secondes, il faut tuer quelqu'un, quelque chose. Et donc, les premières heures de jeu, ça m'a vraiment énervé de ne pas avancer. Et finalement, au fur et à mesure qu'on découvre la carte, dès qu'on découvre un endroit à pied, ensuite, on a la possibilité de s'y téléporter. Donc, du coup, ça rend le jeu beaucoup plus facile, beaucoup plus dynamique. Et on peut... En fait, tu as le choix. C'est-à-dire que soit tu te téléportes, oui, soit tu veux te la jouer MMO, machin, tout ça, soit tu marches. Ouais. Mais les quêtes t'envoient à l'autre bout du monde et c'est pour te forcer à découvrir l'univers et tout ça. Ils sont pas fait chier à faire un univers aussi grand si tu visites pas. Non, le souci c'est que ça nous envoie à l'autre bout du monde, donc ça c'est bien. Mais le problème c'est qu'après il faut revenir voir la personne au point de départ pour encaisser le butin, quoi. Ouais. Donc du coup, j'avais l'impression de faire que des allers-retours et de pas découvrir justement. Et là, avec la possibilité de voyager, finalement, au bout de quelques temps, c'est beaucoup plus simple. Je me dis qu'après, peut-être que j'aurai un moyen de transport. Je sais pas comment ça va évoluer, mais il y a pas mal de choses. J'ai découvert aussi qu'on pouvait avoir une maison. Donc ça fait partie d'une quête, on nous offre carrément une maison quand on réussit une quête. Et donc la maison... c'est dans le village de Pestiféré ? Non. La maison peut être améliorée, donc chaque fois ça vous coûte des sous, forcément, faut pas rigoler non plus. Attends, les maçons... et donc vous pouvez agrandir votre maison et y mettre des laboratoires d'alchimie, de métallurgie, etc. Ce qui vous permet de ne pas passer chez le marchand pour réparer vos armures si vous avez la compétence, de forger vous-même vos gemmes, etc. Donc c'est quand même super pratique. Et puis vous pouvez aussi avoir un coffre où vous entreposez vos objets que vous voulez garder pour plus tard et qui quand même prennent de la place parce que l'inventaire c'est toujours un peu le problème. On a tendance à un peu accumuler tous les objets puis au final c'est vite plein, donc c'est assez casse-pied. Sinon, comme j'avais précommandé le jeu, j'ai eu droit aux objets spéciaux. Donc, ça c'était plutôt bien parce qu'il y a quand même une arme, plusieurs armes en fait disponibles. Donc, on a un choix énorme. Mais c'est hallucinant et on a le droit de se battre. Et en plus, tu peux les personnaliser, les modifier. C'est vraiment super parce qu'en fait, on a deux armes. On a une arme principale, une arme secondaire. Donc, on peut se spécialiser dans deux armes. On peut échanger à chaque fois. Et c'est vrai qu'elles sont quand même pas mal quand on commence le jeu et qu'on a ces armes-là, c'est pas mal. D'autant plus qu'après... Les armes du destin. Ensuite, avec la démo de Mass Effect, donc c'est vrai que c'est dévoué pour y jouer, pour que je puisse avoir l'armure de Shepard. Et en fait, l'armure est vachement bien, elle est très belle. Elle est super belle. Et elle est pour pas les mal... filles, elle est super belle aussi. Ouais, bon, ça va. Et puis elle est quand même assez efficace. Enfin, c'est pas attends, l'armure de Shepard, quoi, je veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme c'est une armure complète, il y a des bonus spécifiques. Au bout d'un certain temps, on est obligé de s'en débarrasser malheureusement parce que on trouve des objets mieux. Le seul truc, c'est qu'on peut pas revendre. Alors tous ces objets spéciaux, oui, mais c'est normal. Les objets spéciaux, on peut rien en faire. Donc on peut pas les. Bon, donc du coup, faut les jeter. Tu peux les jeter, ouais. Voilà. Donc c'est quand même. Sinon, juste un petit truc que j'ai trouvé vachement bien, c'est la musique aussi. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché ça. Moi j'ai bien aimé. Moi, elle me fait penser à Star Wars. Il y a des fois où, quand j'étais au bureau et tu jouais toi ici, j'entendais la musique et je me suis dit, tiens, mais regarde Star Wars. Parce que la musique vraiment, ces musiques d'ambiance et tout ça me faisait vraiment penser à Star Wars. Et du coup, je me suis dit, non, elle est en train de jouer, mais ça va assez bien avec le jeu en fait, je trouve donc. Elle est pas à casser des briques comme d'autres musiques de jeux vidéo super légendaires machin, mais
c'est pas mal, quoi. Moi, je trouve que les voix, le son, la musique, c'est vraiment, c'est... Il est gros, le poisson, c'est bien. Bon, on va quand même dire un petit peu du mal. Ouais. Il nage avec moi, des je armures. trouve que le jeu manque d'un petit quelque chose, le petit plus qui fait que l'on dirait ce jeu est génial. C'est bien, mais ça manque d'originalité. En fait, j'ai l'impression que j'ai déjà joué à ce jeu. Donc c'est un peu gênant. Les quêtes sont assez banales finalement. C'est juste trouver des objets, trouver des plants, ramasser des plantes, sauver quelqu'un, tuer quelqu'un. Mais, parce que pour le moment, t'es pas rentré dans l'histoire générale. En fait, tu te sens pas comme un héros. Non. Tu te sens juste comme un habitant de cette contrée et tu fais des trucs, tu t'engages dans l'armée, des machins, enfin voilà. T'aides des gens. T'as des super coups spéciaux de la mort. Oui, parce que comme on a expliqué dans le podcast précédent, en fait, au départ, au début du jeu, on est mort, on ressuscite et on a perdu la mémoire. Donc moi, je trouve que c'est assez difficile de s'attacher à un héros qui n'a pas d'histoire et qui n'est pas vraiment un héros pour l'instant. Donc on n'a pas finalement l'envie d'avancer la quête principale et pas spécialement là. Et moi, j'ai pas du tout eu le temps d'avancer la quête principale. Parce que pour l'instant, la quête principale s'appelle Découverte. C'est vraiment pour nous faire marcher. Et il y a tellement de quêtes secondaires que c'est parfois un peu assourdissant de voir tout ça. Mais bon, voilà. Et donc, tu recommandes quand même Je recommande. Faute de mieux, presque. Enfin, il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas... Si, il y a eu Skyrim, ça, vous avez fini Skyrim, foncez sur ça. Oui, enfin, c'est pas... Bah si, c'est le même style de jeu, sauf que là... c'est pas solo, enfin, c'est... Si, c'est solo. Mais Skyrim, c'est solo. Oui, mais c'est en ligne, je veux dire. Non, c'est solo. Ouais. C'est la même chose, sauf que graphiquement et l'univers est différent. Ouais, mais j'aime moins les graphismes que celui-là, il est plus beau, je trouve. Non, enfin, il est pas plus beau, il est plus cartoon. Oui, il est plus coloré, il est plus... Ah oui, là, pour être coloré, tu peux régler les couleurs de ta télé avec. Ouais, ça pique les yeux. Et tu vas nous parler d'un autre jeu. Oui, qui pique moins les yeux. Donc voilà, c'est le jeu Walking Dead, alors qui n'est pas encore sorti, qui va sortir cette année, mais on n'a pas de date, donc plus tard. Et donc l'idée, c'est de reprendre l'histoire des comics et d'en faire un jeu vidéo. L'éditeur, c'est Telltale Games. Qui a fait entre autres les déclinaisons des experts, Retour vers le futur, Monkey Island et Sam & Max. Et donc voilà, alors ça reprend pas, ça ressemble pas à la série télé parce que on n'a pas les mêmes personnages. L'idée du concepteur du jeu, c'est vraiment de changer les personnages, mais de garder l'univers. Donc on incarne un personnage dans un autre groupe de survivants qui ne connaît pas Rick Grimes, et l'histoire commence juste au début de l'attaque des zombies. Donc voilà, l'idée ça va être de se dépatouiller de tout ça. On incarne en fait un mec qui s'appelle Lee Everett et qui est accusé de crime, qui est condamné, et donc on lui donne une chance de se racheter en le lâchant au milieu des zombies. Vas-y, débrouille-toi. Donc ça peut être assez sympa. L'explication du jeu, c'est quand même, ça sera pas un gros jeu bourrin où il faut tabasser tout le temps. C'est plutôt, il y aura aussi des énigmes, des choses plutôt pour arriver à se sortir de situations, etc., de survivre. C'est plus intelligent. Les jeux Telltale Game, ça a toujours été du point and click, quoi. Donc du coup, ça sera un point and click dans le monde Walking Dead. Et tu vois, peut-être qu'il y aura des actions, tu vois, des séquences d'action en mode QTE, genre, peut-être, genre tu vas appuyer sur certaines touches pour éviter le zombie, machin, mais la plupart du temps il n'y aura pas de phase d'action, effectivement. Non. Tu seras pressé certainement par le temps pour résoudre l'énigme avant que les zombies t'attaquent. En fait, c'est ça, il va y avoir deux sortes d'actions à faire, soit des actions hyper rapides où il faut prendre une décision super vite, soit des décisions réfléchies qui vont avoir des répercussions sur ce qui va t'arriver plus tard, donc ça c'est quand même assez intelligent. L'originalité du jeu, c'est qu'il va être en épisodes, donc un peu comme une série finalement. Pour l'instant, ils ont prévu de faire 5 épisodes qui vont sortir tous à 1 mois d'intervalle. Et donc chaque épisode est prévu pour se jouer en environ 2 heures, mais pour un assez bon joueur. Donc ça fait comme ils avaient fait pour Retour vers le futur, comme ils avaient fait pour Sam & Max, Monkey Island et tout ça. Les jeux en épisode, ça te permet en plus, si tu aimes pas le jeu complet, d'acheter que le début. Et d'ailleurs, à noter qu'il va être sorti sur iPad, il me semble.
Il y a PS3, oui. Non, PS3, PC et Xbox 360. Il me semblait qu'ils avaient prévu aussi une version iPad, mais bon, peut-être pas, écoute. Et en fait, le truc qui est à noter avec Telltale Game, c'est que souvent, quand il y a 1 ou 2 épisodes déjà sortis, le premier est gratuit. Donc si vous ne jetez pas dessus tout de suite, vous attendez un peu et vous pouvez avoir en général les épisodes précédents gratuits. Ou après, à la fin, ils te font un bundle avec tout et le jeu te coûte le prix d'un épisode, quoi, en gros. Donc voilà. Et donc en attendant, parce que comme on n'a pas de date de sortie, en attendant, on peut aller sur le site que tu vas afficher et donc pour regarder en fait des making-of du jeu vidéo avec des interviews des concepteurs, même de Robert Kirkman et ça s'appelle Playing Dead les vidéos. Oui. Voilà. Donc il y a 9 vidéos qui vont être dispo sur le site et c'est assez intéressant. Ils expliquent vraiment ils interviewent les gens, ils expliquent, ils montrent des extraits. Donc voilà, allez-y, mangez-en, c'est bon. Et on enchaîne avec Cédric, le boss qui va nous parler de jeux vidéo. Attention, on est prêt. T'as mis ton armure. Ouais, c'est bon. C'est parti. Mon t-shirt. Let's go. Ouais. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Comme dirait, c'est Dora l'exploratrice. C'est ça. Donc je vais vous parler de Mass Effect 3, évidemment. Je pouvais pas faire autrement. La démo est sortie cette semaine pour la fête des amoureux. Tu vois, ils ont pensé à moi. J'étais amoureux, donc du coup, ils m'ont ressorti Mass Effect 3. La démo est pas mal. Alors moi je l'ai testé en plus avec Kinect, puisque ça fonctionne avec Kinect. Du coup, tu m'as pris un peu pour un fou quand je jouais, mais c'est assez sympa. Donc la démo se déroule sur 2 niveaux. Le tout premier, c'est un espèce de tuto. Vous êtes sur... alors c'est pas la Terre, c'est sur la Citadelle, je crois. D'après ce que j'ai compris, ou la Terre, je sais plus. Non, je sais plus. C'était pas très très clair en fait dans la démo. Et en fait, on voit l'invasion de la Terre. Vous êtes dans votre QG, on voit l'invasion de la Terre et tout ça, machin. Alors que vous êtes en train de regarder les images de Londres qui est en train d'être envahie par les moissonneurs et les récolteurs, en fait, la vidéo se coupe. Et là, vous dites, ah, c'est pas possible, machin, tout ça, il faut prendre une décision et compagnie. Et vous allez devant un espèce de conseil. Et au moment où vous êtes en train de prendre une décision, derrière, vous voyez les récolteurs qui atterrissent à l'endroit où vous êtes et qui commencent à tout péter. Et donc là, au tout début, vous êtes avec Anderson et le chef de l'Alliance, un général de l'Alliance, et vous devez vous échapper. Là, on voit des nouveautés, c'est que maintenant, il y a des arbres de compétences. Il y a un aspect jeu de rôle qui a bien été repris. C'était un peu le reproche qu'on faisait à Mass Effect, dans le 2 en particulier, on montait des cases mais c'est tout, et à la fin on choisissait une spécialisation, mais là en fait il y a plusieurs niveaux, plusieurs branches avec des choses qui affectent tout le groupe ou uniquement le personnage, ce genre de truc. C'est pas mal fait, ça renforce l'aspect jeu de rôle, je trouve ça vraiment tip top, avec l'XP que vous gagnez, c'est vraiment génial. Sur la démo, Kinect, c'est une tuerie. Je pensais pas que j'allais dire ça de Mass Effect avec Kinect. Alors évidemment, vous gesticulez pas devant votre console. Vous parlez tout seul. Voilà. Tout seul. Moi, dans la démo en particulier, quand je jouais avec Anderson, quand je veux le faire aller à un endroit, en fait, avec le viseur, vous visez un endroit et vous dites Anderson et il y va. Il y a un petit truc qui apparaît et hop, il y va. Et ils ont chacun de vos personnages a des capacités spéciales. En particulier Anderson qui donc a le tir percussif, le truc du soldat de base. Vous visez un ennemi, vous dites Anderson tir percussif et il fait un tir percussif. Du coup, plutôt que d'arrêter le jeu en mode vous appuyez sur un petit truc, il y a une roue qui apparaît, vous choisissez tir percussif, vous ciblez l'ennemi et machin, là tout est fluide. Vous parlez vraiment avec les personnages et tout ça. Là où ça va encore plus loin, ce sont les dialogues. Quand vous parlez avec un personnage et qui vous dit oui machin, il y a tel truc à faire et tout, et là vous avez le choix entre 2 ou 3 réponses, vous dites les réponses. Et la conversation continue. Plutôt que de sélectionner, en fait, vous parlez. Donc ça, à la limite, si on ne veut pas perdre de temps, on appuie sur un bouton et c'est fait. Mais c'est génial parce qu'on a du coup l'impression de rentrer dans le jeu et de parler avec les personnages. C'est super bien fait. Est-ce qu'il y a des fois où tu as dû répéter la phrase ? Jamais. Même quand j'ai dit Liara singularité, par exemple, quand on voit sa boule là, qui fait voler les ennemis dans tous les sens, elle a toujours compris. Vraiment, aucun problème. Et je pense qu'en fait, ils acceptent un degré d'erreur. Et les trucs sont tellement différents à prononcer que... Ouais, là, il y a des longueurs de phrases différentes aussi. Ouais. Et ça va super vite. Alors, j'ai pas tout exploré, mais par exemple, quand tu arrives face à une porte, plutôt que d'appuyer sur un bouton pour ouvrir, tu dis ouvrir. Et il ouvre.
Ce qui fait que, à moi, je me rappelle assez souvent dans Mass Effect, tu étais derrière la porte, tu savais qu'il y avait des méchants derrière, et quand tu ouvrais, finalement tu perdais un peu de temps parce que tu ouvrais et tu étais en train de réfléchir ensuite à aller tirer. Là, tu te prépares à tirer, tu dis ouvrir et tu tires, quoi, en fait. Tu vois la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Il voit un truc qui bouge. Bon, bref, et donc c'est super bien fait. C'est assez dynamique. Bon, il y a toujours ces séquences cinématiques dans le moteur du jeu qui sont tip top et qui rajoutent vachement à l'ambiance du jeu. Bon, ça c'est la démo en fait à laquelle on a joué au Paris Games Week. En fait, le deuxième niveau, c'est le niveau que tout le monde a vu, où on doit sauver une femelle grunt. Oui, c'est ça. Krogan, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Grunt, c'est le nom du mec, ouais. Shepard. Donc une femelle Krogan qui est chez les Galariens dans une station spéciale et tout ça. Et en fait, il y a Cerberus qui attaque la station pendant que vous êtes là. Et la petite énigme qu'il y a derrière, c'est comment Cerberus est au courant qu'il y a une femelle sur cette station et tout ça, et il y a une taupe dans votre équipe. C'est là que vous apprenez qu'il y a une taupe dans votre équipe. Mais on ne sait pas qui forcément, et tout ça, c'est juste la démo. Au niveau des personnages qu'on retrouve dans la démo, on a un Krogan, et c'est pas Grunt qui était dans le 2, c'est Vrex, qui mes souvenirs sont bons, on voit dans le 1 et on doit aussi le croiser dans le 2. Je m'en souviens plus trop. C'est le frère. C'est le frère, je crois, mais je crois que... Je sais plus. En tout cas, c'est Vrex. Le chef de clan. Voilà, c'est ça. Exactement. Et bien, en fait, c'est Vrex qui est avec nous dans l'équipe et pas Grunt. Donc voilà. Combien de temps elle dure la démo ? La démo dure, à tout casser, entre 30 minutes pour quelqu'un qui connaît bien Mass Effect et 45 minutes pour quelqu'un qui veut prendre son temps et qui découvre c'est court quand même. Ouais, alors c'est plus un tuto, hein, ils expliquent bien comment faire le truc et tout ça. Il y a 3 modes de jeu. Un mode, en gros, histoire. Les ennemis sont hyper faibles. Toi t'es super fort, mais ce qui t'intéresse c'est finalement de creuser l'histoire, tu fais tes choix et tout ça. Il y a un mode action où tu fais aucun choix de dialogue, tout est par défaut, c'est choisi par défaut, t'as des cinématiques, mode bourrin, quoi, et tout ce que tu fais c'est foncer et tirer dans tous les sens. Et il y a un mode RPG qui est entre les deux, où tu fais tes choix, tu fais évoluer ton personnage et ça a une vraie incidence en fait. Moi j'ai joué en mode RPG et c'est plutôt pas mal. Et donc tu vois là par exemple il y a dans les commandes il y a comment ça s'appelle, les kits de soins et ce genre de trucs. Pareil tu peux les dire à un personnage soin. C'est bien ça. Voilà, donc c'est vraiment top. J'ai trouvé l'expérience vraiment exceptionnelle avec Kinect. C'est pas indispensable très franchement, mais ça ajoute un aspect dynamique quoi. Le jeu et tu l'arrêtes jamais en fait. Tu te mets à couvert, mais tu parles à tes coéquipiers, va là, fais ça, enfin tu vois. Et je trouve ça génial. Et je pensais que c'était un pur produit marketing qui servirait à rien, et en fait c'est top quoi. Donc je vous recommande d'essayer la démo. Le multijoueur vient d'ouvrir, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais voilà, je vais me faire un plaisir. La démo elle est gratuite. La démo est gratuite évidemment. Voilà. Ouais, ça c'est la fin c'est juste le boss de fin de démo. Rappelle-moi quand c'est que tu reçois le le 9 jeu. mars. Ouais, voilà, il sort le 9 mars. Donc. Des heures et des heures de jeu en perspective, évidemment. Toujours aussi classe ce jeu. Il y a même des textures et des visages qui sont criants de vérité par moments. T'as l'impression que c'est une cinématique alors qu'en fait c'est vraiment le moteur, moteur du jeu. C'est clair que par rapport aux autres jeux vidéo là, sur les visages et la peau, etc., c'est assez bluffant. C'est hyper détaillé. Ah, vraiment. Voilà. Et donc maintenant je vais vous parler de macOS, un autre sujet qui n'a rien à voir, puisqu'en fait Apple a annoncé macOS, enfin d'ailleurs il ne faut plus dire macOS, il faut dire OS X Mountain Lion, donc le lion des montagnes. Ça claque comme nom, le lion des montagnes. Eh ouais, c'est un lion sans crinière. Donc c'est un cougar, ouais. Oui, c'est un peu ça. On peut faire la cuisine, non, c'est quoi ça ? On peut faire la cuisine. Non, c'est le Game Center. En fait, les nouveautés, c'est qu'en fait, il y a pas mal de choses de iOS qui terminent sur macOS. Le premier, c'est Messages, donc le fameux e-message, comme avant. En gros, dans les SMS sur l'iPhone, si vous envoyez un message à quelqu'un qui a un autre iPhone, vous avez la possibilité de choisir entre un SMS ou un e-message, qui peut être une vidéo ou n'importe quoi. Et qui est bleu. Et qui est bleu, voilà, et qui passe en fait par le cloud d'Apple, voilà, et ils ont déporté cette fonctionnalité sur l'iPad, et maintenant,
sur le Mac. Et du coup, quand vous avez fini une conversation sur l'iPhone ou sur votre tablette, vous la retrouvez aussi sur votre Mac, mais vraiment à l'endroit où vous l'aviez laissé. Donc ça c'est bien, rien à dire sur ce côté-là, c'est plutôt sympa. Reminder, donc ça pareil, c'est un truc qui est apparu avec iOS 5. C'est en gros les rappels et les tâches. Et pareil, elle se synchronise dans le cloud. Si je l'ai sélectionné sur mon iPhone, automatiquement elle est sélectionnée sur mon Mac. Bon, voilà, là aussi rien à dire, c'est très bien. Tout connecté au cloud. Ouais, c'est bien ça. Ouais, de ce côté-là, rien à dire. Les notes, c'est exactement pareil, sauf que maintenant on peut rajouter dessus des photos et tout ça, machin. Je vais laisser tomber ça, je vais passer plutôt dans les fonctionnalités un peu annexes, donc les notifications. Ça, c'était un truc, sur le Mac, il y avait un petit logiciel qui s'appelait Growl qui permettait de le faire. On rajoute ce petit logiciel et on a des petites notifications qui apparaissent. Là, ils ont carrément pris le Notification Center de iOS et ils l'ont mis sur macOS. Et en gros, avec un petit geste, avec 2 doigts sur ta souris ou sur ton trackpad, tu déplaces ton bureau et tu vois les notifications en fait c'est le sur même la droite. principe que sur l'iPhone. Tu vas le voir là l'iPhone, sur la droite, hop, voilà. Ouais. Et c'est exactement le même look et tout, enfin voilà. Toutes tes notifs de rendez-vous, enfin c'est exactement c'est bien, pareil. Ça c'est pratique. Ça c'est bien. Et par contre, là où le bas blesse, attention. Et j'arrive à mon côté où ça m'a vraiment largement gonflé, c'est Gatekeeper. Alors évidemment ils l'ont pas spécialement mis dans leur démo vidéo, mais en gros Gatekeeper, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite limitation du système qui fait que par défaut, pour éviter d'avoir des logiciels pourris sur votre ordinateur, il va accepter uniquement les logiciels qui sont signés par des développeurs ou qui sont téléchargés sur le Mac App Store. Alors ça c'est le truc par défaut. Il y a même une option où vous pouvez accepter que les applications du Mac App Store, donc genre en mode iOS ultime. Et même pour désinstaller les applications, vous gardez appuyé sur un bouton et vous cliquez sur la petite croix, ça la désinstalle, comme sur l'iPhone et tout ça. Et il y a un mode qui s'appelle le mode n'importe quoi, enfin je sais plus comment ils l'ont appelé, mais c'est Anywhere, From Anywhere en fait. Les applications peuvent venir de n'importe où. Mais par défaut, c'est pas ce mode qui est activé. Ce qui signifie que vous téléchargez un petit utilitaire sur internet, vous voulez l'installer, il refusera de s'installer parce qu'il est ni du Mac App Store, ni par un développeur signé par exemple. Et j'imagine qu'il t'explique pas comment il faut faire. Pour le signer, il faut payer $79 ta licence de développeur. D'accord. Et ensuite, tu proposes des applis gratuites ou pas d'ailleurs sur le Mac App Store. Voilà, je trouvais ça un peu, un peu limite, et surtout je vois bien l'évolution dans le prochain OS où il refusera les applications installées de Anywhere. Et en fait, quand le Mac App Store est sorti il y a déjà 1 an, j'avais dit bientôt il va falloir jailbreaker. Je pourrais retrouver le tweet d'ailleurs, et je crois que je l'avais dit même dans Geeking. Bientôt il va falloir jailbreaker son Mac pour installer des applications qui nous font plaisir, quoi, ou un utilitaire pour changer la couleur du fond de son écran ou machin. On n'est pas très loin en fait. À mon avis, la version après le Lion des montagnes, qui sera je ne sais quoi, le Puma ça a déjà été fait, mais bon bref. À mon avis, la prochaine version, on va avoir droit à un truc du genre, maintenant c'est tout Mac App Store, quoi. Comme sur iOS et tout ça. C'est quand même fou parce que le reproche qu'on fait à Mac, c'est d'être fermé dans son monde et d'être. Mais ils s'enferment un peu plus. Apple, je veux dire, de se fermer surtout avec iTunes et tout. Et là, c'est. Alors, pour l'utilisateur lambda, tu vois, enfin, ta mère, ma mère, enfin, quelqu'un qui a jamais, ou Philippe Gage, quelqu'un qui est nul en informatique. Bon, non mais c'est top. C'est sympa. Non mais c'est top parce qu'il se prend pas la tête. Il est sûr que le logiciel qu'il a installé, il est nickel, il va marcher, il est réglé pour, tu vois. Mais quand tu as envie d'installer, je sais pas moi, un soft pour enregistrer Skype ou machin, et que le développeur a pas fait l'effort de faire la signature parce qu'il a pas voulu payer la licence, ou le soft était, ce qu'on voit souvent, c'est le soft est gratuit, dès qu'il passe dans le Mac App Store, il est payant. Ah, c'est bien. Et pas qu'un peu. D'accord. La différence de prix des fois est assez énorme. Okay, ouais. Donc, et souvent d'ailleurs, quand tu vois, par exemple, j'ai acheté des logiciels aujourd'hui. Sur mon Mac, pas par le Mac App Store. Si demain je veux les installer et que je suis obligé de repayer la licence dans le Mac App Store pour pouvoir retélécharger le logiciel, ça va me faire chier. Bah oui, normal. Tu vois ? Donc c'est à surveiller de près, mais à mon avis on n'est pas très très loin du jailbreak obligatoire pour installer ces applications sur son Mac, et je trouve que c'est un vrai retour en arrière. Autant sur un smartphone et une tablette où on veut que ça fonctionne tout le temps, je veux bien comprendre qu'on ait ce besoin primordial d'avoir une machine qui marche tout le temps, et hyper fluide et tout ça, et qu'on veut garantir l'expérience utilisateur à tout prix, ok. Sur un ordinateur, j'ai quand même envie de faire ce que je veux. S'il plante, il plante. Évidemment, je parle pour moi, il y a des gens, ça les fait chier quand ça plante. Mais jusqu'à présent, Apple, les premiers, disaient que le Mac, il n'y avait aucun problème, ça ne plantait jamais et tout ça. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, ils en arrivent à un point où, pour être certain que ça ne plante pas, on va mettre absolument des verrous partout. Voilà.
Donc voilà, j'ai plein de Mac. Et là, à mon avis, c'est les derniers. Enfin, franchement, à mon avis, c'est les derniers. Et surtout quand je vois que ils disent qu'il faut absolument avoir un processeur 64 bits pour le faire tourner et tout ça, machin. Et quand je vois qu'il y a des machines qui sont vieilles de 3 ans, pardon. Donc c'est pas si vieux que ça. Genre le premier MacBook que j'avais, ou ce genre de truc qui était des corps de duo, donc qui était 64 bits, mais ils ne pourront pas tourner avec macOS Lion. Des montagnes, tout simplement parce que la carte graphique serait pas assez puissante et tout ça. Ce qui veut dire que là, ils vont vers un renouvellement du parc encore plus rapide sur les ordinateurs qui coûtent quand même hyper cher. Ouais. Et là, en plus, ils sont partis sur un rythme de un nouvel OS par an. Parce que Lion a 1 an, Lion des montagnes donc, un an après. Donc en gros, ça va être nouvel OS, nouvel ordi, quoi. Et nouvelles fonctions à chaque fois, un petit peu plus. Ouais. Comme sur iOS, où quand tu as un iPhone 4, t'as pas Siri. T'as iOS 5, mais t'as pas Siri, il te manque 2-3 fonctions, tu vois. En fait, si t'as un modèle de retard, ça va, mais si tu commences à avoir... il te manque quand même des trucs. Il te manque un petit peu, mais ça fonctionne. Mais dès que t'as deux modèles, ça commence à être... Voilà. Sauf sur un MacBook qui coûte 1500 ou 1000 euros 1200 euros. Ça fait un peu chier. Si tu dois le changer tous les 2 ans, ça... Ouais. Voilà. Là, pour le coup, t'achètes pas les trucs Mass Effect. Non, là, pour le coup, t'as plus d'argent. Du coup, tu peux plus rien acheter. Du coup, je pense qu'en fin d'année, j'achèterai plutôt un PC avec Windows 8. Voilà. À voir. Mais ça me fait un peu peur. Voilà. Timothée a décidé de se plier en 4 cette semaine et de nous faire une rubrique à base de papier. C'est ça, ça coûte pas cher. Non. Vous avez pas en avoir... Ah si, cartouche d'encre, papier, arbre, forêt, tout ça. Enfin... Ça dépend du nombre que vous voulez en faire, mais ça peut vite arriver à une forêt amazonienne. Hein, chez toi. Si jamais vous êtes devenu totalement dingue à la Minecraft et en voulant en faire plein. Mais j'ai décidé de vous parler de Papertoy. En fait, on en avait déjà parlé pour Gears of War. Mais vite fait, tu sais, quand on avait fait le petit concours là, oui. Gears of War, et dans un vieux Geeking, on avait parlé de Cubicraft. Mais toi, tu vas aller un peu plus loin que ça, parce qu'on avait parlé vite fait. Oui, un petit peu. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là l'année dernière, ou il y a même plus que ça, même, Papertoy, de quoi s'agit-il ? Alors en fait, il s'agit de faire des figurines à base de papier. Voilà, waouh, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc on en peut faire général, aux toilettes, du coup, c'est... oui, mais alors, il faut en mettre beaucoup. Hein. Ouais. C'est du papier mâché ? Non, pas du tout. Tu peux, mais bon. Ok. Donc en fait, à la base, c'est venu un peu c'est des cousins éloignés des Hard Toys. Les Hard Toys sont des jouets qui sont peints par des graphistes, en règle générale, des peintres et des graphistes. Et là, c'est le même principe. Ça a été aussi lancé par les graphistes au tout début. C'est inspiré vachement de la street culture, donc des graffitis et tout, et c'est repris, c'est une certaine mode qu'on voit vachement aussi dans le web design. Et donc en fait, c'est juste faire des petites figurines. Donc au début, le plus simple, c'est une figurine cubique. Donc voilà, donc là on a une petite Audrey, en mode Monsieur Soleil. Voilà. On a la saucisse Cédric. Voilà, je l'ai déjà montré en fait. Toute simple. Ou le petit Totoro. Mais ça, c'est vraiment les modèles les plus simples. Les plus simples à faire, parce qu'en fait, ça revient à plier des cubes en fait. Hop. Voilà, en gros, tu prends ça d'un patron. Hop. Donc là, on a le V de V pour Vendetta. Ou encore Grey Fox, le ninja de Metal Gear Solid. Donc en fait, vous voyez, c'est des patrons juste qu'on découpe. Il faut l'imprimer sur du papier un peu cartonné. Ouais, voilà, pas trop épais non plus, sinon tu pourras plus le plier. Mais donc un papier, pas du papier standard, mais une qualité un peu au-dessus. Tu prends un cutter, tu découpes et t'assembles, et puis voilà, t'as ton petit jouet tout tranquillou. Donc après, c'est facile à faire. Oui, voilà, c'est facile à faire. T'en as des un peu plus complexes, genre rien que le Wally, qui va prendre un peu plus de temps. Et après, t'as des gros bourrins. Ça, c'est au bout d'un moment, les petits cubes, ça va, t'en as marre. Ouais. Donc tu passes à la version au-dessus. Donc là, c'est plus trop du Papertoy, mais on appelle ça plus du Papercraft. Donc là, ils ont fait une Audi A7 par exemple, avec tout l'intérieur et tout. Hein. Le truc, vraiment, les mecs se sont amusés. Et en plus, elle est vachement grande.
On va le voir après avec le mec, le mec qui est derrière. Mais les jantes et tout, c'est un truc de malade. Il y a des mecs qui ont refait aussi War Machine de Iron Man en Papercraft aussi, donc un truc assez immense. Il y a eu un Gundam aussi récemment qui a été fait. Par rapport au gars, on l'a vu vite fait, mais... Et voilà, mais après tu peux faire des tout petits comme ça, des tout petits mignons. Donc le Papercraft, là, c'est plus des trucs un peu plus compliqués en fait. Je sais pas trop la définition exacte, mais à chaque fois quand je tape Papercraft, c'est vachement plus... ça prend un peu tout, alors que les Art Toys... Mais les Art Toys, ils peuvent être arrondis aussi. C'est juste que les modèles les plus connus, c'est ceux qui sont les plus accessibles pour nous, qu'on retrouve par exemple sur Cubicraft. Mais après... Si ça vous intéresse, cette petite mode du do-it-yourself et tout, qui est assez répandue en ce moment, au lieu de dépenser 50 € dans des figurines en résine, vous faites votre petit truc fait main et vous êtes content. Mais si ça vous intéresse, en fait, il y a 2 sites qui sont... en plus, c'est pas compliqué. Vous tapez Papertoy dans Google, vous tombez, c'est les 2 premiers, c'est paper-toy.fr et papertoysart.com. Donc il y a énormément de mises à jour, donc pratiquement au moins 3 par semaine, avec des nouveaux modèles. Et ça va toujours du plus simple au plus élaboré. Mais ce qui est sur papertoy.fr, ils font plus la relation avec des graphistes, vraiment. D'accord. Donc les derniers modèles de tel graphiste, boum, tu vois ce que c'est. En fait, il y a une vraie communauté autour des Papertoy, et des artistes, et des spécialistes, et des stars du Papertoy. En fait. Mais il y a un gros buzz en fait il y a quelques années, ça commence à faire, mais la communauté est en fait toujours autant active. D'accord. Donc c'est assez impressionnant. Là, dernièrement, les Minecraft qui sont sortis à fond. Et ils ont vraiment sur le site de Minecraft, ils ont mis tous les patrons pour te le faire toi et IRL te faire ton Minecraft à toi. Donc c'est pour ça que tu peux vite arriver à défoncer une forêt. Et à défoncer ton intérieur et à te faire défoncer après par ta compagne. Voilà. Mais, donc voilà, rien de... C'est juste pour vous en parler, c'est rigolo à faire. Et surtout, je me suis dit que pendant 2 semaines, on va pas être là et vous allez vous ennuyer de nous. Alors du coup, j'ai pensé à vous, surtout que les geeks en général, ça sait bien se servir de ses mains à cause des manettes et tout. Ben là, vous allez juste découper, faire vos petites figurines tranquillou, décorer votre appartement, votre copine sera contente. Vous pourrez peut-être en draguer avec. Voilà, on ne sait jamais. Regarde, j'ai fait le Doctor Who. Eh bien, envoyez-nous vos créations en photo. On les mettra sur le Facebook. Si vous voulez, je vous file le patron pour faire vos petites saucisses. Le patron du patron. Donc c'est pas très compliqué à se faire soi-même. De toute manière, vous pouvez récupérer les modèles déjà établis sur Cubicraft par exemple. Là, pour faire celui de Cédric, j'ai repris un truc cubique, c'était un chien à la base. J'aurais peut-être pas dû le dire. Mais non, je retiens. Donc en fait sur Photoshop ou n'importe quel éditeur que vous avez sous la main, vous remplacez, vous coloriez par-dessus, et puis boum, ça le fait. Et si jamais vous êtes une grosse tâche et que vous ne savez pas dessiner rien du tout, ou même pas faire 2 petits cercles sur Photoshop, éventuellement comme Audrey, je sais pas, je la connais pas plus que ça. Donc, moi j'ai entendu dire qu'elle avait aucun talent artistique, à part la danse. Et encore. Du coup, je lui conseille d'aller sur papercritters.com, qui est un éditeur de Papertoy. D'accord. Donc vous avez un modèle vierge et dessus vous venez le peindre, coller vos petits yeux et tout. Il est assez bien fait. Puis vous l'exportez, vous l'imprimez et puis banzai quoi. Banzai, c'est ça. Voilà. Enfin origami, il faudrait dire. C'est pas de l'origami tout à fait. C'est un cousin éloigné de l'origami parce que l'origami, il n'y a pas vraiment de découpage. Voilà. Enfin, si, mais t'as pas de collage. Alors que là, c'est souvent que tu peux arriver à avoir besoin de coller d'autres éléments. Donc, voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Eh bien, écoute, c'est bien, très bien. Donc, à vos créations, et puis on les publiera sur le groupe Facebook, ça peut être sympa, quoi. La rubrique achat cette semaine, qui est entièrement dédiée à moi-même.
fait, je sais même pas pourquoi je suis venue finalement. Mais parce que en fait, c'est dédié à moi-même et c'est toi qui les achètes. Ah, ok, d'accord. C'est moi le banquier alors. C'est toi le banquier. banquier. C'est moi qui appelle. Oh, punaise. Donc, on va parler de la collection Mass Effect 3 de chez Razer. Donc Razer, ce grand fabricant de périphériques pour gamers, qui donc a décidé de s'en mettre plein les poches. Exactement, de nous faire dépenser notre argent de fanboy de Mass Effect, avec d'abord un clavier, le Black Widow Ultimate. Alors il faut savoir que tous ces claviers existent déjà, enfin ou souris et tout ça existe déjà. Ils ont juste rebrandé en fait les claviers et et augmenté souris. le prix. Non, je crois qu'ils sont au même prix. Non, il me semble qu'ils sont au même prix. Bon. Donc le clavier qui vaut Comment ils vendent son truc pour 139,99€, 139 ce qui n'est pas très clavier. cher pour un clavier de gamer. N'est-ce pas? Rétro-éclairé et tout, à fil. À Ce qui fil? m'embête, Non. ouais, mais Tu gamer plaisantes? c'est à fil. Mais si, c'est Ah, c'est obligé. moche. C'est obligé. Bon, voilà, il est sympa. Moi, je trouve sympa. Non, même pas. Si, mais. Non. Si, Il est sympa. tout carré là, tout moche. Non. Le Mass Effect Razer Imperator, c'est donc la souris. Là aussi, c'est une souris qui existe déjà. Une souris gamer avec double Non, mais capteur. franchement, celle-là, on et on dirait une souris normale. Non, Ils mais ont juste vraiment- collé un autocollant. Alors, Jérôme Kainborg de son nom Qui c'est, a la lui même. Oui, arrête. A la même. Oui. Et en fait, c'est une très bonne souris quand même. Voilà, c'est une très bonne souris de gamer. Je Si. n'accepte pas cet argument, sachant qu'il peut y avoir... Romain Robin. Non. Si. Il peut y avoir un petit peu des connivences téléphoniques. C'est une bonne souris. Non, je ne suis pas là. 79,99€ si vous êtes fan de Mass C'est Effect. plus cher qu'une souris Apple, ça. Non, c'est le même prix. Sauf que c'est mieux. Mass Effect, donc on continue avec le Razer Onza Tournament Edition. C'est en fait la Qu'est-ce que c'est, ça, manette Onza pour Xbox. Oui. Qui en fait pareil est une manette de gamer avec les sticks analogiques que vous pouvez régler. Il y a même des boutons supplémentaires sur le dessus que vous pouvez programmer et tout ça. Donc plutôt sympa. Elle est à 59,99€. Voilà, c'est une manette filaire là aussi pour les gamers. Le tapis de souris double face, donc avec une face abîmée, toute scratchouille, et l'autre qui est toute C'est nickel. vachement bien. Il te file un truc abîmé. Non mais oh là 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 là. Ah, c'est comme quand tu payes ton jean en fait plus C'est cher ça. parce qu'il est abîmé. Parce qu'il est abîmé, c'est exactement ça. Non, mais c'est comme l'armure de Shepard qui, quand elle est abîmée, est rayée, machin et tout, tu vois. Mais tu peux choisir avoir une face. Il y a deux faces, donc tu peux mettre la face neuve ou la face abîmée, c'est au choix. ok. Avec repose-poignet qui vaut 34,99€. Un tapis oui, de pour souris pas que le gamer, spécifique il ait avec une mal à surface s'enfler, ultra ouais. glissante de la mort et tout machin. Bah oui, tu m'étonnes. Donc Ouais. en fait, si tu veux le tapis souris et la souris, déjà, oui, ça commence à faire bien cher Le tout casque, c'est le Chimera 5.1, Oui. donc un casque qui simule du 5.1, qui se branche sur la sortie optique de votre console Xbox par exemple. Donc il fonctionne que sur PC et Xbox, il y a une petite station d'accueil spécifique pour le charger, quand tu le poses il charge et tout. Il est plutôt sympa, il a aussi un petit micro. Alors il faut savoir que sur ces casques-là, il y a une option qui est top, c'est quand vous jouez avec des potes, tous dans le même appart et tout ça, plutôt que de passer par le live pour échanger entre vous avec les micro-casques et avec les joueurs du monde entier, il crée un canal spécifique local pour que vous ayez une super qualité de son et pas la qualité de son du live qui des fois laisse à désirer et tout ça, avec aucun temps de latence et tout ça. Il crée un canal spécifique pour vous en local avec une super qualité. Et ça crée tip un top. canal que pour ceux qui ont le même casque. Oui, tout à fait. Ouais, ok, d'accord. Non, mais c'est normal, c'est un truc spécifique. Donc c'est un magnifique casque, hein, il faut dire ce qui est, et qui vaut la bagatelle de 209,99€, mais il est quand même beau. Hein, Timothée, tu es d'accord? C'est quand même l'un des plus beaux objets. Et il y a aussi une sacoche Mass Effect qui vaut 75€. Bon, voilà. Elle est un peu chère, mais c'est une sacoche de transport. C'est une sacoche. C'est une sacoche noire avec une bande rouge. Et il y a une coque d'iPhone, donc il faut avoir un iPhone, ce qui n'est pas mon cas, qui reprend l'armure de Shepard en fait. Jolie, hein. Bon, elle est noire, voilà, elle est sympa, je trouve. On dirait un pneu. On dirait un pneu. voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, l'armure de Shepard, ça fait très pneu. C'est ça. Et donc, la coque, je crois qu'elle vaut 25€, si mes souvenirs sont bons. C'est un peu cher. D'accord, oui. Mais c'est un revêtement spécifique de l'armure de Oui, Shepard, bah donc oui, ça les vaut, attention. hein, franchement. Si ça tu le les- fais tomber, c'est Ouais. bon. Il est bien. Donc bref, vous êtes fan de Mass Effect 3, foncez dessus. Les accessoires en eux-mêmes sont des bons accessoires de gamer, faut dire ce qui est. Après, ils sont brandés N7, si vous êtes fan de Mass Effect, c'est l'occasion de vous équiper avec ça, quoi.
Voilà. Oui. Moi, je veux bien quelques trucs. On tu parlera as passé après. comment Tu veux la sacoche, Timothée? Bah écoute, s'il y a des gens de chez Razer qui nous regardent, voilà, ça. on passe notre commande. Voilà, bah, écoute, merci de m'avoir soutenu dans cette Oui, épreuve. bah écoute, à fond, là, et vraiment, comme ça, en plus, je sais qu'en plus tu vas tout m'acheter et du coup, j'aurai pas besoin de dépenser de l'argent et ça, franchement, ça me fait super plaisir. Le LOL de la semaine, c'est Audrey qui va nous le présenter. Non, c'est pas toi le LOL, tu nous l'as déjà fait dans l'épisode précédent avec Monsieur Soleil. Et il est très bien, Monsieur Soleil. Il est très bien, Monsieur Soleil. Regarde, moi aussi j'en ai un autre. Hop. Et donc. Pas du tout. Tu vas nous parler non pas de Monsieur Soleil. Du pouvoir de la pensée, du pouvoir psychique, parce que la dernière fois j'ai parlé de Monsieur Soleil, donc tout ce qui était zen, tout ce qui était feng shui. Ah ben il a l'air zen, ouais. Et là je vais parler du pouvoir de la pensée qui est incroyable quand même. Parce que t'imagines, en pensant très fort à quelque chose, ça peut arriver. Et ce monsieur, il se transforme en Super Saiyan. Voilà, il croit en fait qu'il est dans Dragon Ball Z et que... Non mais il est. Ah d'accord. Okay. C'est un Super Saiyan. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a fait une vidéo pour nous prouver qu'en fait il était un Super Saiyan? Bah ouais, pour montrer à tout le monde que tu pouvais le faire. Toi c'est comme toi, tu t'appelles Shepard en vrai. Ouais c'est vrai. Mais le nom de la... Enfin le nom de la vidéo je veux dire. Le nombre de parodies qui sont sorties. Et super vite. Et super vite, ouais. Mais Internet est très réactif pour ça. Mais le pauvre gars, enfin, moi j'ai un peu pitié quand même, parce que je me dis, le pauvre, je sais pas quel âge il a, mais ou pareil, il a un problème mental. Certainement d'ailleurs quand on voit la vidéo en fait. Mais ou alors c'est arrivé après, il s'est un peu cramé des neurones. Ouais, il a dû faire une rupture d'anévrisme en arrêtant de respirer, mais il se filme en faisant ça devant la caméra et il le met sur Internet. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il se doute qu'il va y avoir un problème. Mais il a juste grillé sa réputation pour toute sa vie, quoi. Non, peut-être pas toute sa vie. Enfin... Non, c'est vrai, si après il change de tête et il se met avec des cheveux blonds. ça sera un Super Saiyan pour de vrai. Super Saiyan. Mais voilà, donc regardez la vidéo. C'est avec le son, mettez le son, c'est important. Avec le son. À un moment donné, t'as presque envie d'y croire, tu vois, parce qu'elle est longue en fait la vidéo. Là, il crie pendant un moment. Là, t'as coupé un peu en plus. Ouais, j'ai coupé. Oui, j'ai fait un petit montage pour pas que ça dure 3 heures, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis. Il va se passer un truc, quoi. Tu vois, t'attends une chute. Mais en fait, il y en a jamais. Donc voilà. Mais il y a une reprise où ils ont mis des lumières, enfin vraiment comme dans Dragon Ball Z, elle est très très bonne. Donc si vous. Et là, du coup, il doit se dire, waouh, en fait, c'est vrai. Ouais. Si on voit cette vidéo. C'est une vidéo originale. C'est celle-là l'original. Après, il y a des gens qui ont truqué la vidéo. Bon, enfin voilà. Écoutez, regardez-la. C'était le LOL de la semaine, une petite vidéo qui buzz. Et j'ai vu tout à l'heure sur YouTube. Enfin, il y en a plein parce qu'il y a plein de gens qui ont repris la vidéo. Celle que j'ai regardée, elle avait plus de 300 000 vues. Enfin, ça monte. Ça va devenir une star du web en fait. Bah ouais. Tu veux pas nous faire un... Toi peut-être tu vas devenir une star du web avec... Non, peut-être pas. Non, ok. Bon. Et pour terminer cette émission, comme une semaine sur 2, on reçoit un invité dans Skype. Et cette semaine, c'est Rodolphe, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Network. C'est ça. Que tu connais bien finalement, puisque tu as participé à 2 débats. 2 débats, oui. 2 débats déjà. Bonjour Rodolphe, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Bonsoir à tous les deux. Effectivement, on connaît bien Audrey chez JVN.com qui a participé et très bien participé. D'ailleurs, vous nous l'avez prêté. Elle a été. Elle est bien, hein. Elle a rangé après tout ça parce que chez nous elle range le plateau et tout. Non, mais elle nous a apporté des cadeaux par contre. Exactement. Ouais. Non, je peux en dire plus. J'ai pas fait des crêpes la semaine dernière? Ouais, c'est vrai. Ok. Attends. Bon, on va passer à quelques petites... Alors, l'interview se découpe en 2 parties. Donc, il y a des questions générales. Et puis ensuite, on termine avec un espèce de petit quiz vite fait où on te propose le choix, en fait, entre deux modalités ou 3 propositions. de réponse. Et alors, ce qui vous quelles sont donc? De quoi? Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un bon exemple. Bon, on te posera pas celle-là. Donc, première question, tu veux commencer, peut-être, Audrey? Pourquoi le jeu vidéo? Donc, pourquoi ce domaine? Qu'est-ce qui t'a motivé à y travailler? Tout ça. Alors, je suis tombé dans le jeu vidéo petit, puisque moi, je suis très très vieux, donc j'ai commencé avec Pong il y a très très longtemps, donc ça a été une passion. C'est pas ma passion première, le jeu vidéo. J'ai plein de passions dans la vie, j'en ai d'autres, comme le plus forte, comme la musique ou la littérature, mais le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et en fait, bon, je me destinais pas véritablement à ça. Mais j'ai brillamment échoué au CAPES de mathématiques. Je me destinais à être prof de maths et donc par un heureux hasard de concours de circonstances, je me suis retrouvé à bosser pour le Minitel d'une société
non pas un 3615 ULA, je tiens à préciser, mais qui faisait des solutions de jeux vidéo. Donc voilà, j'ai quitté mon nord natal pour venir travailler en région parisienne. Et de là, ma célèbre carrière s'est lancée. D'accord. Donc du coup, voilà, tu voulais être prof de maths, le CAPES c'était pas ton truc finalement. Ouais, je pense que le désamour était réciproque. Le désamour était réciproque, ok. Et donc du coup, tu t'as bifurqué complètement vers le Minitel et donc le jeu vidéo en commençant sur le Minitel. Donc là, quand tu as décidé de te lancer dans le jeu, en fait, tu faisais quoi? Tu faisais du développement ou t'étais déjà dans la presse, ou dans le test de jeu? En fait, même pas dans le test. En fait, c'était de l'aide pour les personnes qui étaient coincées. À l'époque, le Minitel, c'était une vraie mine d'or. On pouvait voir en temps réel le 3615 Tomb Raider, tout l'argent qui rentrait en temps réel. Et donc, on faisait des solutions destinées à la fois au Minitel et l'Audiotel. C'est comme ça que j'ai commencé dans un groupe de presse. Donc, ce qui m'a permis de bifurquer très rapidement sur quelque chose d'un peu plus noble, on va dire, qu'est le journalisme. Mais c'était une bonne entrée en matière. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses en fait de la presse numérique, on va dire, de jeux vidéo, donc et en même temps les blogs, enfin je les mets là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est une question super vaste. On a combien de temps là? Tu as le temps. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est la créativité. Donc, voir que dans plein de sites de jeux vidéo, je peux parler de nos concurrents sans aucun souci, il y a plein de gens qui conservent cette passion, qui ont envie de créer des nouvelles choses, qui parfois vont vers des choses vraiment ultra sérieuses, parfois des trucs beaucoup plus légers, mais toujours avec beaucoup de créativité. Ça, c'est vraiment intéressant. Dans les blogs, j'ai envie de dire, il y a ou les très bons ou les très mauvais. Il y a très peu de blogs qui finalement sont juste entre deux. Ce que je déteste, c'est, pour moi, le degré zéro de l'information, c'est du déballage. Alors, le déballage d'édition collector, des choses comme ça, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc voilà, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est quelque chose, j'ai jamais compris l'intérêt. Enfin, je sais pas, quand j'achetais un CD, je me voyais pas en train de prendre des photos. Moi. Regarde, c'est magnifique cet objet. Ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Enfin, bref. Maintenant, il y a des choses nouvelles qui ont apporté un petit peu de nouveauté, du genre barre de vie. J'aime bien ce site qui ne se contente pas de singer ce que font les sites professionnels, mais qui a un vrai ton, des vrais angles. Après, tu as des trucs ultra spécialisés que j'aime bien, comme Naufrag, qui est vraiment à fond dans le FPS. Et puis, il y a moi, mes petits chouchous, c'est Factor News, parce que j'aime bien leur côté gouailleur, et puis le fait qu'ils se foutent de tout, ils font ce qu'ils veulent avec beaucoup d'humour. Donc voilà, c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup. Et les blogs comme Merlan Free, alors je sais pas si tu connais, c'est un blog qui va détailler beaucoup, pas que le jeu en lui-même, mais tout ce qui se passe autour, au niveau de l'imaginaire, et tout ça. Qui ne parle pas que du jeu vidéo, effectivement. C'est un bon exemple justement de ces blogs qui ne cherchent pas à faire comme les autres, c'est-à-dire de faire nous ce qu'on fait déjà, qui est le minimum légal et vital, on va dire, principe de jeu vidéo, c'est-à-dire des news, des tests, ce genre de choses. Au moins, ils vont vers un angle, là où ils peuvent être d'ailleurs très brillants parfois, qui est différent de ce qu'on fait, ce que faisait déjà la presse papier par le passé. Donc en ça, c'est une bonne exploitation du média qui est le blog. Quand tu joues à un jeu, en fait, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? C'est parce qu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu la surenchère au jeu le plus beau, le plus merveilleux, qui nécessite une machine de course pour tourner ou ce genre de choses. Est-ce que toi, voilà, c'est l'aspect technique pur et dur, ou au contraire, tu t'en fiches complètement, tu fais abstraction de ça et t'es plutôt sur les bonnes histoires, en fait? Alors, moi, c'est l'univers au-delà même de l'histoire. J'aime bien les univers qui sont créés. On pourra parler de mes jeux favoris, mais j'aime bien les univers où on sent une vraie patte d'auteur derrière. Ken Levine est un exemple ultra probant, mais aussi de la réadaptation des mythologies déjà existantes. C'est le cas par exemple avec Batman, qui a été super bien réadapté en jeu vidéo. Bon, je suis un fan de Batman à la base, mais jusqu'alors, tu vois, tous les jeux Batman qui étaient sortis avant celui de Rocksteady avaient strictement aucun intérêt. Là, on se réapproprie un univers, on en fait quelque chose de cohérent, et bien sûr, il y a aussi les mécaniques de jeu qui sont quand même ultra importantes. Donc, ouais, c'est toujours important d'avoir un jeu, toujours agréable d'avoir un jeu joli. Maintenant, juger un jeu uniquement sur ses qualités techniques, on n'est pas là pour juger des voitures, on n'est pas là pour juger des appareils ménagers, on ne juge pas des
des aspects techniques, mais un plaisir avant tout. Et enfin, le plaisir, tu le retrouves aussi bien sur un Super Meat Boy, un Binding of Isaac, Ça se rapproche presque plus d'une critique cinéma finalement en fait. Oui, dans l'absolu, c'est comme ça que je le conçois. On évite sur JVN, ça je vais faire un peu de promo pour JVN. Voilà, on évite dans nos tests de détailler, de compartimenter, de dire alors la durée de vie c'est ça. Non, on essaie de faire partager une expérience personnelle, comment on a ressenti une œuvre, parce que certains jeux sont des œuvres, d'autres sont des produits de consommation. C'est de faire le distinguo entre les deux. Un énième Need for Speed, par exemple, tu sais parfaitement, même si c'est carré, que c'est un produit de consommation. Alors, après, tu as des jeux qui ont un peu plus d'ambition et on essaie de les voir comme un Skyrim, par exemple, l'exemple le plus probant de ces derniers mois. Ok. Audrey. Oui, et donc du coup, enfin ça c'est peut-être des critères un peu plus personnels, mais quand tu vas tester un jeu pour du coup Jeux Vidéo Network par exemple, est-ce que tu vas t'obliger à avoir d'autres critères en essayant d'être plus objectif, ou est-ce que tu gardes cette ligne en fait au niveau de l'histoire qui importe, au niveau de l'ambiance, tout ça? On essaie d'être subjectif. Moi, je revendique la totale subjectivité de nos tests. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, un truc qui est parfois reproché par certains éditeurs, c'est de nous dire « Oui, mais attendez, vous avez mis telle note et les autres ont mis telle note. » Pourquoi on a ce type de raisonnement alors que sur le cinéma, la musique, on peut parfaitement avoir des avis radicalement différents. Si tu vas sur un site comme Allociné et que tu as un récapitulatif des notes pour un film, ça peut aller de 5 étoiles à 0 étoiles en caricaturant, et c'est normal. C'est normal que les cahiers du cinéma n'aient pas le même avis que, j'en sais rien, que Positif, Première, ou des choses encore plus grand public que T7 jours. C'est tout à fait normal. Pourquoi on n'a pas ça dans le jeu vidéo? Ou dès qu'il y a un écart de 6 millimes soit-il, tout de suite, on doit justifier. Non, on est dans le ressenti personnel. Parce qu'après, ils peuvent pas afficher sur les affiches 99% chez machin, 20 sur 20 chez un tel. Voilà. T'inquiète, ils trouvent toujours le bon argument, quitte à le reprendre dans des previews ou à détourner le sens de certaines phrases. Mais t'inquiète, ils ont beaucoup d'imagination pour ça. Et donc pour terminer cette première partie, Jeux Vidéo Network en fait, se lancer dans parce qu'en fait vous avez combien d'années réellement? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, c'est assez récent. Et est-ce que quand vous vous êtes lancé, vous n'êtes pas dit, tiens, c'est peut-être un secteur qui est déjà saturé, le fait d'arriver avec une émission, un plateau, format télé, enfin moi, je sais que je suis depuis quasiment le début, avec l'hebdo en particulier, que je suis de façon hebdo. C'est bête. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Et donc en fait, je voulais savoir si c'était pas un peu fou de se lancer sur ce secteur avec ce format-là à notre époque en fait. Est-ce que c'est un truc que vous avez mûrement réfléchi, ou vous avez dit bon allez on le fait parce que ça nous éclate de le faire? Si tu veux, il y a mon avis, et après il y a l'avis des personnes qui sont au-dessus, parce qu'on fait quand même partie d'un gros groupe. Il faut savoir qu'on est rattaché à l'ex-groupe Yellow Media, qui dorénavant s'appelle Merced, donc qui est le groupe majoritaire, voire quasi monopolistique en termes de magazines de jeux vidéo en France, donc qui n'avait pas de prolongation sur le net. Donc dans ce sens-là, c'était aussi le fait de faire évoluer leur offre média et d'offrir quelque chose de différent. Donc pourquoi on a lancé une émission telle que l'hebdo, puis et également une émission de débat tous les mercredis qui s'appelle On n'est pas tous d'accord, là où on a eu la chance de recevoir Audrey, pour essayer de faire des choses un peu différentes aussi, parce que si c'était pour arriver à faire la même chose que les autres font déjà très bien depuis 10-12 ans, ça avait strictement aucun intérêt. Et en même temps, pour répondre à ta question, ça nous éclate aussi. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on fait un des plus beaux métiers au monde. Si on commence à être blasé, à se dire cette semaine faut encore faire une hebdo, non, on l'a fait évoluer d'ailleurs très récemment en faisant des petits modules avec une forte identité, parce que c'est vrai, l'émission commence à vieillir, et donc on essaie aussi de se renouveler de manière à essayer de toujours surprendre un petit peu. Ok, on va passer aux petites questions rapides, et puis ensuite on reviendra sur tes jeux du moment, les trucs que tu recommandes et tout ça. Donc les questions à choix, je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Allez, je commence. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Star Wars. On parle de la deuxième trilogie. Les 3 premiers n'existent pas, on est d'accord. Superman ou Batman?
Batman, le héros culte. Héros culte pour moi, héros à la profondeur incroyable. Enfin, je vais pas te faire visiter chez moi là, mais j'ai une étagère remplie de films Batman. Tous les plus grands créateurs quasiment ont travaillé sur Batman. Et le personnage de Batman en lui-même et sa contrepartie, le Joker, sont juste les deux plus grands personnages des BD américaines. Là où Superman a un petit côté boy scout qui est attirant, même s'il y a des excellentes BD Superman également. Alors là, je sais que cette question risque de faire mal, mais Mario ou Sonic? Mario. Mario, tout simplement. Mario, je ne déteste pas Sonic. Maintenant, tu n'as pas une précision dans le gameplay tel qu'on peut l'avoir dans Mario. Sonic, tu subis les événements. Là où Mario, tu les contrôles. À tel point que Mario est une telle référence que finalement tu peux citer très peu de jeux qui, en 20 ans, ont réussi à égaler en termes de précision de gameplay Mario. Le dernier à y avoir réussi, c'est Super Meat Boy, parce que malgré tout, le gameplay est super précis, et après, t'en as pas tant que ça. Preuve que faire un jeu de plateforme, c'est très 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 difficile. Ouais, c'est hyper dur. Jeu sur mobile ou console portable? Console portable, même si je joue également sur mobile. Je suis un gros joueur sur console portable, notamment la DS qui reste ma console favorite. Et puis une des toutes premières consoles portables que j'ai achetées, c'était la Game Gear, et j'ai toujours adoré, bien que elle était finalement pas très portable, parce que un budget pile phénoménal. Ouais, c'est clair. Qui finalement. Oh, mais j'avais la Lynx, elle était aussi dans le même style. Ouais, tout à fait. Ciné ou série télé? Comme j'ai vieilli, et fut un temps, je t'aurais dit ciné, maintenant c'est beaucoup plus série télé. C'est incroyable, tout le monde nous dit ça. Ouais. Maintenant, il y a eu un basculement au niveau des séries télé. Pour moi, le basculement, il y a un certain nombre de séries que je regardais étant plus jeune, qui étaient déjà fabuleuses en soi, je sais pas, Lambeau de cuir, Les Envahisseurs, Le Prisonnier surtout. Et le basculement, pour moi, s'est fait avec Twin Peaks. Bon, j'adore David Lynch, et Twin Peaks, c'est le chef-d'œuvre qui a fait basculer les séries télé vers un niveau jusqu'alors jamais atteint. Alors depuis, t'as eu plein de chefs-d'œuvre, t'as eu Les Sopranos, récemment, mon dernier coup de cœur, c'est Homeland, et ça permet d'avoir une relation au personnage, parce que tu les suis toutes les semaines, que tu n'as absolument pas au cinéma. Et au cinéma, une saga, on va passer à côté des sagas de films d'horreur un peu bouche-trou, mais sinon une saga, c'est une trilogie en général. Tu as Le Parrain, on parle de Star Wars tout à l'heure. Là où sur une série, t'es complice des gens, t'as une empathie sur 5 saisons, 6 saisons, 7 saisons, et puis à la fin, quand tu les quittes, t'as les larmes aux yeux parfois. Je me souviens du dernier épisode de NYPD Blue, par exemple, ou alors quand Jimmy Smith, le personnage incarné par Jimmy Smith, décède dans NYPD Blue, c'était dur, quoi. Et quitter les Friends, c'est pareil, quoi. Même si le dernier épisode est raté, c'est quelque part des amis auxquels tu dis véritablement adieu. Là où t'as pas du tout cette même relation au cinéma. Ah non, ça c'est évident. Question suivante, Kindle ou livre papier? Livre papier. J'adore le contact du papier, le confort de lecture, le fait que je le mets dans ma poche et je le ressors et je m'affale dans mon lit pour le lire. Non, le livre papier, c'est pareil. Je vous fais pas faire un tour chez moi. J'en ai tout ça. Blu-ray ou VOD? Blu-ray. J'étais assez dubitatif quant à la différence entre DVD et Blu-ray jusqu'à une certaine époque. Et l'époque, en fait, c'est au moment où j'ai changé de télé, où j'ai pris une télé bien plus grande, avec avec une technologie LED. Et là, j'ai véritablement vu la différence sur certains films, pas sur tous, sur des films récents ou des films numériques tels que les Pixar, où là, c'est juste éblouissant. Ouais. Et puisqu'on est dans le dématérialisé, on n'a pas posé cette question, mais on va quand même la poser. Mais en gros, c'est tu es en gros, tu préfères le dématérialisé ou tu préfères rester dans le support physique? Parce que c'est un peu ça finalement le fond de cette question. Tu parles en quoi? En général? En général, que ce soit pour le jeu,
on a le droit à un joker parce que c'est moi. Tu vois, autant sur Steam, j'adore le fait de pouvoir comme ça avoir très vite quelque chose que j'ai pas envie d'aller acheter en magasin. Autant je suis attaché également pour certains jeux au fait d'avoir l'objet, même si je regrette, si tu te souviens bien sur PC, c'est une époque où on avait de très jolies boîtes, là, tout est devenu vachement standardisé. On avait des jeux de boîtes avec plein de manuels dedans, enfin il y avait plein de choses. Tu vois. Idem pour la musique, j'ai encore plein de 33 tours de vinyle parce que l'objet est magnifique en soi. Un MP3, ça n'a pas d'âme malgré tout, tu vois. C'est moins voilà, c'est rien. C'est des 0 et des 1. C'est des 0 et des 1. Bon, même du de loin, c'est pas très beau quand même. Oui, Mac ou PC? PC. Pour le jeu. Faut que je justifie. Je suis depuis très très longtemps, voilà, j'ai été PC. Ça n'a pas été mon premier ordinateur. J'ai commencé avec un TI-99 4A, pour ceux qui s'en souviennent, de chez Texas Instruments. Et puis après, le PC, on s'y attache. Puis j'aime bien le côté bricoleur, le fait de pouvoir faire ce que tu veux. Maintenant, le Mac est très bien dès lors que tu as une approche artistique et n'importe, c'est-à-dire pour Photoshop, des choses comme ça. Mais n'étant pas du tout artiste et incapable de dessiner un Mickey avec un Bic, voilà, je suis pas ce que... D'accord. iOS, Android ou Windows Phone? Alors j'ai 2 téléphones, un du boulot qui est sous iOS et le mien que j'ai acheté qui est sous Android. Donc plutôt Android. J'ai mon HTC Desire HD et j'estime que c'est un très très bon téléphone. Il me donne entière satisfaction, même s'il m'a déjà bouffé 2 cartes SD et je l'ai détesté pour ça. Mais sinon j'aime beaucoup. Pour moi la philosophie d'Android se rapproche pas mal de celle du PC, c'est-à-dire qu'on peut vachement régler, peaufiner et avoir un téléphone comme tu l'entends, jusque dans les moindres détails. Donc j'aime beaucoup. Mais je déteste, je suis pas anti-iOS. C'est pas si clair. Et côté console, Xbox 360, PS3 ou Wii? PS3 pour la plupart des jeux, Xbox 360 pour les FPS, pour la manette, c'est aussi simple que ça. Et la Wii pour jouer avec les enfants, parce que moi je trouve que c'est une excellente console, même si elle a été fortement décriée. La Wii elle fonctionne toujours chez moi. Donc les trois, j'ai envie de dire, c'est un peu, tu vois. J'aime tout le monde, moi je suis écuménique. Là t'as le droit. Pepsi ou Coca? Coca Light. Ah, ok. Et les jeux de rôle, donc papier ou MMO? L'un ni l'autre. Les MMO, j'ai beaucoup de mal avec les jeux à plusieurs, même si on joue beaucoup à Mario Kart dans la rédaction. Un MMO, j'aime pas trop dépendre de quelqu'un pour jouer dans le MMO, même si dans Star Wars on peut se la jouer extrêmement solo. C'est pas trop mon truc, tu vois. Donc et les jeux de rôle papier, j'avoue mon inculture totale en la matière. Je fais mon coming out, je suis extrêmement inculturé par la matière. Maintenant, j'adore les RPG, qu'ils soient d'ailleurs japonais ou occidentaux, les deux me plaisent. Je suis pas non plus en l'occurrence. Surtout du Dragon Quest d'un côté, et puis de l'autre côté, du Fallout et des choses comme ça. Ok, et pour terminer, donc on a fini avec les petites questions rapides. Toi, le jeu du moment auquel tu joues et tu peux vraiment pas t'en passer? C'est Mario Kart 7 à la rédaction tous les soirs. On fait des parties. Si on devait se filmer, je pense qu'on serait 18+, tellement les insultes fusent de partout. On a chacun. Ce qui est marrant, c'est qu'on a chacun nos cycles. C'est-à-dire, une journée, il y en a 2, ils vont être super mauvais et 2 super bons. Et ainsi de suite. Donc, on se vanne à tour de rôle. Mario Kart, c'est une mécanique qui marche toujours super bien. Là, le fait d'y jouer en réseau avec un nouveau gameplay où t'as plus du snaking comme par avant sur DS, ça apporte un nouveau plaisir et on s'éclate. Enfin, c'est le jeu du moment. Maintenant, à titre perso tout seul, c'est plus Skyrim. D'accord. Et le jeu que tu attends dans les mois qui viennent? BioShock Infinite, Ken Levine, génie absolu. BioShock, pour moi, c'est le meilleur jeu de cette génération. Il y a même pas photo avec les autres. Et là, de ce que je vois de BioShock Infinite,
Je sais pas si tu te souviens, la fois où on a vu le premier trailer de BioShock Infinite, déjà, enfin, t'avais tout un monde qui était posé dès le début, avec des enjeux politiques et des enjeux personnels, des personnages super forts. Tu voyais le trailer, tu te souvenais déjà des personnages tellement ils étaient forts. Donc, moi, j'ai entièrement confiance en Ken Levine. BioShock 2, il n'était pas dessus, ça s'est ressenti. Malgré tout, c'est un jeu mineur pour moi par rapport à BioShock. Donc le jeu que j'attends le plus, c'est BioShock Infinite, de très très temps. D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Et puis, et donc on te retrouve sur Jeux Vidéo Network, donc jvn.com. jvn.com. Tu peux taper FR aussi, t'arriveras chez nous. Vous êtes toujours disponible voir le point net. Vous êtes toujours disponible sur iTunes. Donc ouais, nos podcasts sont disponibles sur iTunes, effectivement. Donc il y en a plusieurs. Il y a l'Hebdo, qui est une émission d'information. On n'est pas tous d'accord, une émission de grande gueule avec des débats. Vous retrouvez tout ça sur iTunes. Ok. Tu as un message à passer ou tribune libre, là, tu as 10 secondes pour dire ce que tu veux. Ce que je veux. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir convié. Et puis, la prochaine fois qu'Audrey revient nous voir, c'est OK pour lesquels on est toujours fans. Ok. Bon, mais merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Salut. Le son de la semaine est un son exceptionnel, Timothée. Tout à fait. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous jouer un extrait de ce son de la semaine ? Et vous avez tous reconnu, grâce à l'écran qui est derrière et qui affiche le titre, le thème d'intro de Firefly, qui est donc The Ballad of Serenity. La musique et les paroles ont été écrites par Joss Whedon, en fait. Et interprété par Sonny Rhodes, qui est un grand bluesman qui, entre autres, a été nominé près de 50 fois aux awards de la musique blues. Donc, il y a vachement d'albums de lui sur Spotify. Juste un peu, ouais, je crois qu'il a écrit plus de 200 chansons. Il a joué plus de 200 chansons, enfin un truc de malade. Voilà, donc c'est le thème principal de cette magnifique série. Et il va nous le faire 50 fois, donc à la fin vous allez tous le connaître. De cette magnifique série qui est Firefly et que tu as enfin vu. Ouais. Enfin, et j'ai même vu le film Serenity. Après, et du coup qui a pris tout son sens. Ouais, alors j'avais vu le film Serenity, j'ai dit que c'était une grosse daube. En ayant vu la série avant, ça t'a fait pleurer? Non, mais c'était vachement plus agréable à voir. Ça t'a énervé? Ah ouais, ça me vénère. Par contre, il y a un passage, ce que je dirais pas, c'est des spoilers sinon, mais il y a un passage qui m'a grave énervé, mais c'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut écouter ce morceau de musique fantastique? Ah oui, tu vas l'incruster après. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je t'ai fait venir avec ta guitare, en fait. Alors, c'est juste pour montrer que les accords sont pas compliqués. Voilà, c'est très facile à jouer comme fois. Ouais, après, le truc, il faut avoir une voix de bluesman, quoi. Voilà, c'est ce que tu as. Grave. Tu veux voir? Ouais. Tu veux voir? Allez, vas-y. Je t'aide si tu veux, je chante avec toi si tu veux. C'est bizarre, il y a des caméras. Take my love, take my land, take me where I cannot stand. I don't care, I'm still free. You can take the sky from me. Voilà, vous avez vu, on est très fort, bravo. On a des fans et des groupies, c'est fantastique. Sur ce, on vous laisse. On va conclure l'émission. Et on va conclure cette émission avec Timothée. Timothée, comment t'as trouvé cette émission? C'était sympa, pas sympa? C'était cool, j'ai vachement adoré le passage sur le Paper Toy. Ah ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Je crois que c'est le meilleur moment de l'émission, on peut le dire. Ouais. Ah, et peut-être la rubrique où on parle de la démo de Mass Effect que j'ai trouvé vraiment sympa aussi. Alors là, forcément, tu me prends par les sentiments, mais Mass Effect, je l'attends grave aussi. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres rubriques? Ah oui, l'interview aussi qui était sympa. L'interview qui était assez sympa parce que Rodolphe, c'est un mec cool et qu'il a des. Qu'il aime Batman et dans les jeux vidéo, il aime bien tout l'univers, donc c'est ce que j'apprécie aussi fortement. Moi, Mass Effect, c'est l'univers d'abord qui m'a fait adhérer au jeu. Moi aussi. Je suis pas fan des FPS sur console.
Ouais, et alors moi c'est non vrai que c'est pas un plus, FPS pur et dur, mais non. du coup l'univers fait que t'y adhères. Bah, moi, ça me faisait penser déjà à Knights of the Old Republic, mais déjà c'était l'univers qui m'avait conquis dans le jeu plus que le gameplay. Donc, après, il y avait des applications là, de Audrey aussi. Franchement, il n'y avait rien à retenir, on s'en fout. Mais n'empêche que le programme spécial Gonzesse là, qu'elle nous avait prévu la semaine Eh dernière. bien, en fait, elles nous ont rien fait. Rien ça, du c'est tout. moche. On a dû improviser. On a perdu Chris parce qu'on a dit pas de nichon cette fois. Et donc voilà, du coup, on n'avait pas de nichon. Donc bon, bah, c'était un peu. Je mets le bon truc en cours de route, mais de toute façon, on s'en fout, c'est la fin de l'émission. Donc... Ouais, c'est la conclusion. Ouais, exactement. Et maintenant, la conclusion. Et donc, ouais, ok. Et puis Reconing, bon, voilà, on a compris qu'il y a rien dans la boîte. Reconing, ouais, ça a l'air sympa. Ça me fait assez penser à un mélange de Drakensang et de Fable. Donc je sais pas si vous avez joué à Drakensang, mais c'est un excellent jeu, un peu dans ce genre-là. Mais, donc voilou. Voilou. Et puis je vais dépenser au moins 79 € pour la sacoche. Je crois que 75. 75. Ah, elle est moins chère que dans ma tête. 75. Il me semble, après peut-être que je me trompe. Hein. Je veux pas te faire de fausses joies et que tu aies déjà dépensé ces 4 € dans ta tête. Mais voilà. Ok, et joue à la démo, vraiment, elle est top. T'as pas envie de te faire spoiler ? J'ai pas envie de me faire spoiler. Mais tu ne seras pas spoilé. Franchement, tu n'apprends rien sur l'histoire. J'ai déjà joué à Paris Games Week. Voilà, t'as juste le premier niveau de tuto qui est vraiment sympa. Essaye-le. Et vous aussi, essayez-le. C'est un ordre. Ouais, je l'ai serré le 9 mars quand j'aurai reçu le jeu. Non, essaye la démo avant. En plus, un truc qui serait cool, c'est qu'on essaie le multi, tu vois. Enfin voilà, bref. Oui, ça bon, on va pas raconter notre vie, hein, de toute façon. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, exactement. Sur ce, n'oubliez pas de nous envoyer vos courriers à courrier@geeking.fr. Et donc, pour rappel, on sera absent pendant 15 jours. On prend un peu des vacances. Parce qu'Audrey a l'air très fatiguée. On pourrait faire des petites Audrey. Voilà. Ou des saucisses. Ou des saucisses, au choix. Donc voilà. Allez, on vous dit à dans 15 jours. Avec. Tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse des saucisses spécifiques Mass Effect parce qu'on va enregistrer comme par hasard le jour de sortie de Mass Effect. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais, je suis obligé de tester la démo avant alors. T'es obligé de tester la démo avant et puis en plus pendant 15 jours, toi t'es pas en vacances, il faut que tu dessines. Ouais. Voilà. Ok. Allez. Super les vacances. We already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that Bevan Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. Non. Non. Si elle voulait enchaîner, Je regarde. Geeking, je connais pas, moi, c'est quoi ce truc? Et on continue cette super émission avec Pas du moi. tout, on continue pas. C'est moi qui commence. Mais si, On va même s'il y a l'arrêter. les news avant. Bah arrête. Oui, d'accord. Allez, Non, c'est trop qu'il est méchant, c'est ça que je prêt ? Non. Ça fait pleurer. Attention, on enregistre. Hein. Non. Moi. Oui, c'est normal. On parle d'autre chose de toute façon. C'est ça. Il est méchant quand même le boss. Dans le cul. Dans le cul. Dans la nuit. Et tu sais quoi ? C'est enregistré. Juste quand tu fais tit dans le cul, tit. Nickel. Non. Tit Moi, j'ai... dans le cul. Non. Moi, j'ai une irréputation. Non. J'ai une irréputation, tu as pas intérêt. Moi aussi. Mais tu sais quoi ? C'est pas moi qui fais le montage, c'est Christophe. Christophe, si tu regardes ce message. Le truc de banane là qui est vert. Ma banane verte. Allez, 1, 2, c'est parti, mon kiki. Je suis capote, putain. La blague. Allez. Allez, 1, 2, 3. On le sent. Bon, il est pas si tard que ça, on dirait des blagues de fin de soirée, ça. Attention. Et là, en plus, il a encore tellement de rêves de Super Saiyan, je le trouve magnifique. Regarde la veine qui Tellement step, quoi. Un corps de rêve de Super Saiyan que je le trouve magnifique. Mais c'était ironique. Mais elle fait un peu allumer un peu quand même. Ouais, elle est rigolote.
Ouais, elle fait rigolote, mais dans le sens genre un peu gamine. C'est une Ouais, rigolote gamine, nympho. non, ouais, mais en même temps, ouais, elle est un peu shot des pattes de derrière. Comment hein. elle rentre dans le... Enfin, comment elle se fait rentrer dans le mec avant de rentrer dans l'équipage. Mais... Ouais. Oui. Coquine. C'est clair, c'est grave une coquine.